Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, débat chronique, reportage et expertise de nos invités. C'est ce que l'on vous propose tous les jours du lundi au jeudi pour donner du sens à l'actualité. Et exceptionnellement, on sera là aussi demain vendredi à 18h puisque c'est le jour de l'arrivée de Public Sénat sur le canal 8 de la TNT. Évidemment, on compte sur vous. En attendant, voici le sommaire de ce 5 juin. Le mur de la dette se rapproche et le gouvernement se creuse les méninges pour trouver les 40 milliards d'économies indispensables pour boucler le budget 2026 et se mettre sur la trajectoire de réduction des déficits promise à nos partenaires européens. Dernière trouvaille, l'année blanche. On vous l'explique dans une minute. On débat aussi du refus d'Emmanuel Macron d'augmenter les impôts. Et puis dans la seconde partie de notre émission, on remonte une année en arrière. Ces élections européennes remportées par le Rassemblement national en France et marquées par une percée de l'extrême droite dans de nombreux autres pays. Nous voyons poindre l'aurore d'un nouveau jour pour toutes les nations et les peuples d'Europe. Nous l'accueillons avec optimisme et responsabilité. J'y vois une preuve de lucidité, de courage et d'indépendance, ces qualités si françaises qui seront dans l'avenir si indispensables au redressement du pays. Quels alliés Jordan Bardella et ses amis ont-ils trouvé au Parlement européen, notamment à droite? Comment ont-ils détricoté le Green Deal, ce pacte vert qui devait faire de l'Europe le continent de l'ambition écologique? Que pèse la France au sein de la puissante Commission européenne? Réponse dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, ce gel des dépenses publiques, on les désindexe de l'inflation. Comment ça marche? Combien ça peut rapporter? Réponse tout de suite avec Fabien Recker. Le gouvernement veut trouver 40 milliards d'euros d'économies et pour y parvenir, l'idée d'un gel des dépenses de l'État semble faire son chemin, comme l'a laissé entendre Éric Lombard hier devant les sénateurs. Chaque année, on a une évolution de la dépense publique qui va plus vite que l'inflation, alors que même la stabilisation en volume nous permettrait, compte tenu de la croissance, de réduire le déficit petit à petit. L'exécutif pourrait donc faire le choix d'une année blanche. Certaines dépenses seraient alors désindexées de l'inflation et figées à leur niveau de l'année précédente. Par exemple, les dotations aux collectivités, les pensions de retraite ou encore certaines prestations sociales. La majorité sénatoriale, qui pousse pour l'année blanche, assure qu'il faudra faire du cas par cas. Quand vous avez des dotations en direction des handicapés, par exemple, ou des gens les plus précaires dans notre société, il n'est pas question de ne pas revaloriser leur dotation. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un calcul très fin, mais qu'on peut, j'allais dire, gagner quand même entre 10 et 15 milliards avec des gels des dotations. De quoi participer à l'effort pour ramener le déficit à 4,6% du PIB l'an prochain. Sans surprise, la gauche dénonce une chasse aux dépenses au détriment des plus fragiles. Nous proposons au contraire de poser la question de quelles recettes sont possibles, de quel rééquilibrage des richesses, de quelle contribution des plus riches, y compris au budget de la nation. L'année blanche reste en tout cas politiquement inflammable. L'an dernier, c'est Michel Barnier qui avait tenté de désindexer provisoirement les retraites, avant de reculer face à la bronca de sa propre famille politique, puis de subir la censure quelques semaines plus tard. Et si on gelait toutes nos dépenses? On en débat tout de suite avec Stéphanie Villers. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes conseillère économique à PwC France. Simon-Pierre Sanguérac, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'économie à la Fondation Jean Jaurès. Stéphane Vernet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Journaliste politique, rédacteur en chef délégué de la rédaction de Ouest France à Paris. Sophie de Ravinel, bonsoir Sophie. Bonsoir, éditorialiste politique. Question très générale, Stéphanie Villers, cette année blanche, bonne idée, mauvaise idée? C'est une bonne idée quand on n'en a pas d'autres, en fait, qu'on n'est pas capable de faire des réformes structurelles. Donc, voilà, comme n'importe quel ménage, lorsqu'on sait que le revenu ne peut pas véritablement augmenter, eh bien, on limite les dépenses. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'État se doute bien que le revenu, donc la croissance ne va pas véritablement repartir au beau fixe. Donc ce qu'il faut, c'est geler le niveau des dépenses. Pour autant, ce n'est pas non plus un effort colossal parce que la période inflationniste, en fait, en réalité, est derrière nous. C'était véritablement un effort lorsque l'inflation est à 5%. Là, le dernier chiffre d'inflation du mois d'avril, c'est une inflation à 0,8%.
Voilà, donc ça donne bien en fait le ton de l'effort mené. Ça ne sera pas un effort grandiloquent. Ouais. Simon-Pierre Sanguera, quelles seraient les conséquences d'une année blanche, par exemple pour les collectivités locales? Qu'est-ce que ça signifie? Il y aura de nombreuses conséquences puisque les collectivités locales dépendent énormément finalement des dotations et des impôts nationaux qui sont transférés. J'en prends une, les collectivités locales sont responsables de plus de la moitié de l'investissement public. Et donc sont un moteur de la croissance et sont un moteur de l'ensemble des infrastructures publiques que nous utilisons en tant qu'usagers, dans le transport, dans la gestion des déchets, etc. Vouloir faire cette année blanche, c'est mettre un coup d'arrêt à cet investissement public. Donc en dehors du fait qu'il va y avoir des effets de vétusté, des retards dans les chantiers, cela va avoir un impact sur la croissance. Donc peut-être que, alors même qu'elle est à 0,8% cette croissance aujourd'hui, eh bien on pourrait s'orienter vers une croissance nulle. Donc année blanche en matière de dépenses publiques, mais peut-être, attention, année blanche aussi en matière de croissance. Bon, pas aussi évident qu'on pourrait l'imaginer. Stéphane Vernet, et puis il y a la question, on l'évoquait à la fin de notre sujet, des retraites. C'est-à-dire si on rentre dans le détail des dépenses que l'on gèle ou pas, la question des retraités, elle est évidemment politiquement ultra sensible. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que en fait, quand vous dites on va geler les dépenses, vous allez avoir tout le monde va monter au créneau en disant oui mais d'accord, super, mais pas pour moi. Oui, c'est ça. Et tout le monde va revendiquer un droit d'exception en disant moi je suis dans une situation qui fait que c'est pas possible, politiquement c'est explosif, etc. Et donc je pense que ça va donner lieu à des débats picrocoliens en interne, mais ou à des négociations carabinées. Mais en même temps, moi je suis très d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que cette idée de l'année blanche et du gel, c'est un aveu d'impuissance, c'est une façon de dire, c'est ce qu'on peut faire quand on n'a pas d'autres pistes, pas d'autres choix et pas d'autres idées. Et ça prouve à quel point on est dans une situation de blocage. Je vous rappelle que ce principe du gel du budget, c'est la solution constitutionnelle qui est mise en œuvre quand on n'a pas de budget, justement. Donc en fait, là on est dans une espèce d'entre-deux, puisque si le gouvernement arrivait à faire passer l'idée d'une année blanche, ce serait une année blanche négociée, c'est-à-dire avec un certain nombre d'exceptions. Quand vous n'avez pas de budget, il n'y a rien à négocier. C'est tout le budget de l'année précédente est reconduit sans aucune augmentation, et ça pose problème parce qu'il y a un certain nombre quand même de minima sociaux, de choses comme ça, qui dans les textes sont indexés sur l'inflation. Donc ça va être aussi compliqué. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses que vous ne pouvez pas décider comme ça de rayer d'un trait de plume. Alors on est au mois de juin, le budget il doit être voté en décembre. Déjà on peut dire qu'on est dans un bon timing pour trouver des solutions. On met du temps en tout cas à essayer de trouver des pistes. Mais là où vous avez raison, c'est ça. Je vous rappelle qu'en début d'année, on disait qu'il fallait absolument un gouvernement parce qu'il fallait voter un budget. Parce que là on était obligé de reconduire le budget 2024. Donc en fait, avec un gouvernement, en réalité, on n'y arrive pas non plus. Exactement la même chose. C'est-à-dire, donc, il va se poser la question à l'Assemblée, à quoi sert-il s'il n'arrive pas avec de nouvelles propositions? D'ailleurs, le Sénat prépare un certain nombre de paquets de propositions pour trouver ces 40 milliards. Après, il ne faut pas ignorer qu'il y a véritablement une discussion autour de cette réforme des retraites qui doit aboutir, normalement, avec des nouvelles mesures. Qui devrait, l'objectif, c'était véritablement... Le fameux conclave. Voilà, le fameux conclave. Donc ça, il ne faut pas mettre ça de côté. L'idée, c'était véritablement d'essayer de baisser les dépenses sociales et notamment les dépenses de retraite. Alors, je reviens au calendrier. C'est quand même beaucoup plus confortable. Enfin, sur le papier en tout cas, pour François Bayrou, pour Michel Barnier, Simon-Pierre Sanguerac. Sauf qu'on a un peu cette impression qu'il ne prend pas de décision. Est-ce que la procrastination ne risque pas de devenir finalement problématique ? À l'inverse, je pense que pas vraiment. Je pense que politiquement, c'est assez malin de s'y prendre en juin plutôt qu'en septembre et de faire dans l'urgence, et de proposer une année blanche plutôt que de proposer des arbitrages. Parce que comme François Bayrou n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, au fond, ne pas décider, c'est aussi un moyen de laisser couler et de finalement proposer quelque chose de particulièrement neutre, qui, à mon avis, lui ressemble d'ailleurs plutôt pas mal. Dès que vous allez dans le champ des arbitrages,
vous allez dans le champ des barrières, des intérêts composés, des barrières idéologiques. Et donc, si vous proposez de baisser telle ou telle dépense, il va y avoir des refuges. On a là quand même une responsabilité collective. Chaque secteur d'activité, chaque lobby, etc. se lève pour dire pas moi, quoi. Ah, mais bien sûr. Et on peut tous se mettre dedans. Vous voyez ce que je veux dire. Là-dessus, plusieurs chiffres. Il faut quand même rappeler que les niches fiscales coûtent 100 milliards d'euros par an. C'est plus que le budget de l'éducation nationale. Que les principales niches fiscales touchent les entreprises par le biais du crédit impôt recherche, touchent les retraités par le biais de l'abattement de 10%, touchent également les taxis, le logement social, les agriculteurs avec le gazole non routier. Donc finalement, il y a énormément de professions et de catégories, on va dire, sociales et socio-professionnelles qui bénéficient de leur petite ou grosse niche. Si on avait une réflexion, on va dire, d'intérêt général, on pourrait commencer à regarder dans le détail de ces niches comment faire des économies. Ouais. On peut quand même rendre hommage à Michel Barnier, Stéphane Vernet, parce que si ce débat est sur la table, c'est peut-être aussi parce qu'il l'a posé. Alors ça a été rapide, mais il est resté que 3 mois à Matignon, mais en fait on dit beaucoup que François Bayrou, depuis très longtemps, avait mis la question de la dette et de l'état des finances publiques de notre pays sur la table. Il a fait campagne le premier en 2007 autour du sujet, etc. Mais la vérité, c'est que ça ne percolait pas. C'est passé. Il y a eu tout un travail de pédagogie. Je pense que les Français et les Françaises ont compris qu'on était au pied du mur. Mais je pense que c'est grâce à Michel Barnier qu'on l'a compris. C'est-à-dire que Michel Barnier, il restait que 3 mois, mais dès qu'il est arrivé, il a mis tout de suite les pieds dans le plat. Il a dit, on a un vrai problème, ça n'est pas soutenable et il faut vraiment faire quelque chose. Il ne restait que 3 mois, mais le discours est passé. C'est lui qui a fait la pédagogie sur la dette. Et donc, sauf qu'il n'est pas resté. Non, il n'est pas resté, mais alors, pour des raisons aussi politiciennes, etc., pour d'autres raisons. Mais aussi pour cette raison-là. Oui, mais et François Bayrou se remet s'est mis dans le costume. Oui. Sur les délais, le fait qu'on parle du budget, etc. En réalité, un budget, ça se prépare dès le début d'année. Ça se prépare pas en septembre. Mais ce qui s'est passé d'habitude, c'est que ça se passe au sein des ministères, dans les cabinets, dans des négociations entre les différentes institutions. Oui, quand on a une majorité, on est assez tranquille, on sait qu'il va être voté. Jusqu'à présent, ça n'intéressait personne, donc c'est pas du tout public. Là, ce qui se passe, c'est que, compte tenu du contexte, tout se fait de manière publique, médiatisée, c'est sur la table et on en parle beaucoup plus qu'autrefois. Mais on n'est ni en avance ni en retard par rapport à ces questions. Elles sont sous le feu des projecteurs. C'est intéressant. Mais quand même un élément important, Stéphanie Miller, c'est qu'on va peut-être geler les dépenses ou une partie des dépenses, mais la charge de la dette, elle va continuer d'augmenter. C'est-à-dire ce qu'on paye tous les mois pour rembourser nos 3300 et quelques milliards de dettes. Voilà. Le gouvernement n'a pas la main mise sur la charge de la dette, qui dépend en fait de l'évolution des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, en fait, la France est mal positionnée parce qu'elle subit, en fait, bien sûr, les dérives de ses finances publiques passées et elle est sanctionnée. On voit qu'il y a quand même un écart de taux entre l'Allemagne et la France qui s'est écarté aux alentours de 90 points de base, donc 0,9%. C'est pas non plus bon signe. Donc on doit tenir, l'effort doit être... Ça veut dire, juste pour que ce soit bien clair, que l'Allemagne emprunte beaucoup moins cher que nous, 1% moins cher à chaque fois, nous sur les marchés. Et d'autant que l'Allemagne, on le sait, va réemprunter de manière massive sur les marchés financiers. Ça a été annoncé par Merz. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les investisseurs aujourd'hui n'attendent que ça. Déjà la dette américaine, vous voyez, elle est un peu chahutée. Ils se disent, les États-Unis, c'est plus le nirvana qu'on a connu, c'est plus la valeur refuge. Il ne reste plus que cette perspective hyper alléchante de l'arrivée de l'Allemagne sur les marchés obligataires. Et la France, en fait, elle risque véritablement, s'il n'y a pas de mesures, s'il n'y a pas d'annonces faites, de réformes lancées, parce que maintenant que les Français ont effectivement, peut-être, ont compris qu'il se passait quelque chose, il faut passer à l'étape d'après. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait pour essayer de résoudre ce problème de dérive de finances publiques. Et pour l'instant, en fait, si on regarde, si on écoute l'Assemblée, on reste toujours sur les mêmes discours où chacun reste sur ses positions. Et il n'y a pas on ne sent pas du tout le consensus à l'allemande ou même ce qu'a connu les autres pays, l'Italie, l'Espagne, où on dit collectivement, on va devoir se serrer la ceinture. Ouais. Alors, les caisses sont vides, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour le dire autour de cette table. Et à tort ou à raison, il y a une mesure qui devient un peu emblématique depuis quelques jours de ce constat. On va en parler tout de suite avec Stéphane Duguay. Bonsoir Stéphane, puisque parmi les dommages collatéraux
collatéraux de cette situation budgétaire, il y a MaPrimeRénov'. Racontez-nous. Oui, un dispositif, Thomas, lancé en 2020 et que le gouvernement a suspendu. Ça a pris tout le monde de court parce que ces aides permettent aux propriétaires de rénover leur logement, d'améliorer la performance énergétique de ces logements, de réparer une chaudière, d'isoler, en bref, de faire en sorte que ces logements ne soient plus des passoires thermiques, parce que l'usage des bâtiments, c'est le 4e secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Ça représente 16% des émissions de gaz à effet de serre, un chiffre de 2023. Oui, et comment le gouvernement justifie la suspension de ce dispositif? Alors, personne au gouvernement ne s'aventure à dire très clairement que c'est à cause des 40 milliards d'euros d'économies à trouver, même si le ministre de l'économie, hier, aux questions d'actualité au Sénat, a lié la situation des finances publiques à la suspension de MaPrimeRénov'. Nous sommes dans une situation où le budget est moins abondant peut-être que ce qu'on avait pu penser dans le passé. C'est vrai que sur MaPrimeRénov', il y a à la fois un encombrement en ce moment et un excès des fraudes qui sont commises et sur lequel il est impératif, parce qu'il s'agit de finances publiques, nous voulons reprendre la main. Sur les fraudes, ça représente 12% des dossiers déposés depuis le mois de janvier, dit Éric Lombard. Ça fait 16 000 dossiers, selon le ministre. Oui, sauf qu'il a également été interrogé par les sénateurs juste après en commission des affaires économiques. Oui, et là, il a été accusé frontalement de faire des économies déguisées avec cette suspension de MaPrimeRénov'. Voilà ce qu'il a répondu aux sénateurs. Sur MaPrimeRénov', il n'y a pas de sujet budgétaire. On a prévu au budget 3,6 milliards et on a dépensé pour le moment 1,3 milliard. On a un vrai problème lié notamment au fait que la censure a bloqué le sujet pendant un certain temps et il y a ensuite une avalanche de demandes qui fait que les services sont encombrés et ont besoin d'un peu de temps pour rétablir leur situation au plan opérationnel. Et le ministre de l'économie a également promis de rétablir cette aide d'ici à la fin de l'année. Voilà, le temps que les services puissent traiter le surplus de dossiers. Mais cette pause, elle est très mal reçue par le secteur du bâtiment qui est déjà fragile. La Fédération française du bâtiment, la FFB, craint le licenciement de 100 000 personnes. Mais la ministre du Logement promet que MaPrimeRénov' sera rétablie sans baisse de financement. En tout cas, mon objectif, c'est de défendre un budget constant pour 2026 et de continuer l'aventure de MaPrimeRénov', mais avec un cadre ajusté et sécurisé. En tout cas, voilà où on en est. Évidemment, je soutiens tout à fait les entreprises qui souhaitent que le dispositif se pérennise, et non seulement se pérennise, se sécurise. Pour maintenir le budget de MaPrimeRénov', Thomas, la tâche sera difficile. Je rappelle qu'en 2025, le budget de cette aide a été baissé par rapport à 2024. Il avait été ramené à son niveau de 2023. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations. Simon-Pierre Sanguérac, il y a alors au-delà du dispositif, du budget qui lui est alloué, etc., il y a déjà le signal que ça renvoie. Qu'est-ce que ça renvoie pour vous comme signal, le fait de suspendre ce dispositif ? C'est une question d'arbitrage. Je rappelle qu'en 2024, le dispositif a été changé 4 fois au sein de la même année. Donc, comment est-ce que vous voulez que les ménages qui veulent engager des dépenses de rénovation thermique de leur logement s'y retrouvent ? Par ailleurs, les évolutions étaient plutôt à la baisse, c'est-à-dire qu'on réduisait progressivement le fameux reste à charge, puisque c'est une aide en fonction du montant des travaux que vous engagez. Et donc, évidemment, plus ce reste à charge est faible, plus vous incitez les ménages à transformer leurs moyens de chauffage ou bien à réduire l'émission de leur logement. Donc, au fond, dans l'ensemble des dépenses publiques, de nouveau, c'est la politique environnementale qui paye un petit peu les frais de nos situations budgétaires. Et si vous me permettez d'un mot, il y a quand même un grand absent dans tout ce qu'on est en train de se dire, c'est à nouveau augmenter les impôts. Et de manière ciblée. Vous savez quoi ? C'est l'un des chapitres qu'on a prévu d'aborder. Donc, si vous êtes d'accord, je vous interromps et on en parle tout à l'heure. Écoutez, avec grand plaisir. Longuement l'occasion d'exprimer vos idées là-dessus. Alors là, ça sera forcément un chapitre important, la question des impôts. Sur ce dispositif, Stéphane Vernet, je ne sais pas si... Est-ce qu'il pourrait tout simplement être supprimé ? Parce que c'est vrai qu'il est mal né, il a été transformé 4 fois, enfin bon... On voudrait démotiver ceux qui veulent l'utiliser, qu'on ne ferait pas mieux. Non, vous ne pouvez pas le supprimer parce que en fait, la problématique de MaPrimeRénov', c'est que le dispositif il est victime de son succès aussi. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Un, c'est une priorité, la rénovation thermique des logements, etc. par rapport... Priorité environnementale. Mais bien sûr, par rapport à toute la question de la transition écologique. C'est quand même énorme. Ça fait partie des choses que vous pouvez pas passer à la trappe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'un des leviers les plus efficaces en fait. Non, et puis deux, vous avez tout un secteur, qui est le secteur du bâtiment, en fait, et des artisans, ont intégré aussi ce dispositif. Parce que quand vous baissez le reste à charge par des aides publiques,
pour les propriétaires pour faire ce type de travaux, vous créez aussi une demande et vous avez tout un secteur qui vit de ce dispositif, qui a ajusté ses prix aussi en fonction des aides qui sont faites, etc. Et, donc, et qui tourne sur cette prime. Vous la supprimez complètement, vous créez aussi, il y a un effet de bord par rapport à cette filière qui est majeure. Les artisans, eux, ils sont vent debout, ils sont furieux par rapport à l'annonce, non pas de la suppression, mais juste de la suspension de MaPrimeRénov'. Donc imaginez que le gouvernement dise on la supprime, ça ne se passera pas bien du tout. Et le gouvernement ne peut pas la supprimer, parce qu'en réalité, cet argent vient de Bruxelles. Ça vient quand même de EU Next Generation, les 750 milliards, qui étaient sous forme de subventions et de crédits. Donc les subventions, l'État n'a plus qu'à les reverser, et les crédits, de toute manière, ils sont garantis par Bruxelles. Donc en fait, il parle d'un sujet où c'est absolument pas un problème, en fait. Il est juste en train de dire, peut-être vis-à-vis de Bruxelles, il y a peut-être de la fraude, on va faire attention, parce que l'Italie effectivement, c'est l'Italie qui a le plus récolté en fait les subsides venant d'Europe, et il y a quand même aujourd'hui des problèmes sur l'efficacité de cette mise en place. Alors peut-être que juste on veut adresser un message de nous on est garant de l'efficacité de l'argent. Mais ça veut dire que cet argent sera forcément dépensé pour la rénovation énergétique. Ça vient pas de nous, ça vient pas. Ce n'est pas de l'endettement finalement de long terme sur les générations futures, même si, en tout cas à court terme, c'est véritablement une partie des subventions, c'est-à-dire la France ne paye rien, c'est l'Europe qui paye. Mais c'est fléché, on ne pourrait pas l'utiliser ailleurs parce qu'en fait, ce vaste plan de financement européen vise à aider la transition écologique. Donc c'est pour ça, la prime Rénov', il fallait aller dans ce sens-là. Donc finalement, c'est un débat où la France a rien à gagner là-dedans. Quand Éric Lombard dit qu'il y a un encombrement aussi des services, parce que pendant 2 mois, sans budget, tout était suspendu, et donc il n'y avait aucun dossier, et que tout a été relancé de manière précipitée, ça c'est vrai, c'est une réalité aussi. Cet encombrement, il n'est pas fin, il existe. Oui, mais alors moi ça me rappelle aussi le dispositif du leasing social, la voiture à 100 €, la voiture électrique, qui a été interrompu au bout de même pas 2 mois. Enfin, on a un peu cette impression que l'État ne peut plus tenir ses promesses, votre avis ? Je n'irai peut-être pas jusque-là. Je pense que l'État manque de pilotage. On est sur de la mesure à très court terme pour essayer de faire des arbitrages qui ne sont même pas annuels maintenant, ils sont infra-annuels. On essaye de changer du mois à l'autre ou du trimestre à l'autre les décisions budgétaires. Et donc, ce faisant, on a un petit peu du mal à mettre la France sur les rails finalement des grands enjeux qui sont face à elle. Et cela pour des raisons budgétaires qui, à mon avis, ne sont pas forcément des raisons pertinentes. Donc, comment vous voulez qu'on finance la transition écologique et que la France arrive à être net zéro, comme on dit avec l'expression en 2050, si MaPrimeRénov' change 4 fois par an, si on supprime le leasing social, ou bien si on n'arrive pas à lutter contre la fraude. Je rappelle qu'il y avait un précédent avec le certificat d'économie d'énergie qui générait énormément de fraude. Mais ça, c'est l'un des enjeux. Il y a aussi la transition démographique. Comment est-ce qu'on fait face à la dépendance, au financement des retraites et des soins? Il y a la défense. Comment est-ce qu'on se protège à nouveau face à la menace russe? Il y a éventuellement comment est-ce qu'on continue à être fort dans la course à l'innovation. C'est pas avec des mesures comme ça prises. Oui, ce que j'entends, c'est qu'il faut une vision beaucoup plus profonde, globale, pilotée. Il faut qu'on sorte de ces calculs d'apothicaire pour essayer de trouver... Mais il n'y a pas de majorité politique. Et voilà. Bon. Donc on a besoin peut-être de nouvelles élections. Voilà. Et en même temps, on voit bien que François Bayrou cherche à faire durer pour les 2 ans qui viennent, effectivement, sans rien faire. Voilà. Avec quand même un risque, Stéphanie Villers, si la France ne s'attaque pas en profondeur à ces déficits, qu'est-ce qui risque de se passer ? Oui, en fait, on y va petit à petit, puisqu'on n'est pas capable de se réformer. À un moment, on aura la sanction des marchés qui va nous obliger à trouver les bonnes mesures. Et là, ça va être beaucoup plus dur. On a l'exemple, bien sûr, de l'ensemble des pays du Sud, Italie, Grèce, Portugal. Ils l'ont fait, mais ils ont Mais la potion a été particulièrement amère. Voilà, ça a été, effectivement, là, c'est la suppression du 13e mois, c'est des baisses de niveau de pension de retraite. C'est effectivement, là, on est dans le dur, on est dans des formules qui sont beaucoup plus ardues. Et tous ces pays-là conservent les stigmates de cette période-là. Elle est parlée aux Grecs encore aujourd'hui. 10 ans après, il y a encore, en fait, l'effort qui a été demandé qui était tel que ça, plus jamais, ils veulent revivre ça, en réalité. Mais bon...
la vie politique française considère en fait qu'on peut vivre de manière infinie. Hein. D'ailleurs, beaucoup de politiques nous disent mais c'est pas grave, de toute manière on peut placer notre dette jusqu'au jour où on n'arrivera pas plus. C'est déjà passé dans beaucoup de pays et notamment, je cite souvent l'exemple du Royaume-Uni, c'était pas il y a pas si longtemps avec Liz Truss. Donc de toute manière ça c'est possible. Avec Liz Truss, voilà. qui a été une éphémère un mois. Elle a tenu un mois et pourtant elle disait moi je veux baisser massivement les impôts. A priori ça peut plaire au marché financier, mais le budget n'était pas soutenable en l'état. Il y avait trop de baisses d'impôts, pas assez de donc c'était non finançable. Donc les marchés ont dit non. Donc de toute manière ça on va vers ça. Les marchés ou le Fonds monétaire international? Ah non, le Fonds monétaire international, il arrive quand la crise est là. Donc il faut s'il y a une crise et si on s'en sort pas, nous on va faire appel d'abord à la BCE, la Banque Centrale Européenne et notamment le Fonds monétaire international. Mais ça serait Alors je vais vous poser un peu la même question sur la crise à la grecque. Je simplifie volontairement. D'abord en version politique, Stéphane Vernier. Est-ce qu'il y a quand même quelques-uns de nos élus ou de ce personnel politique qui croient vraiment que ça risque de nous arriver? Ou est-ce qu'ils sont dans une sorte de déni encore aujourd'hui? Là, vous me posez une colle, parce qu'effectivement, ça fait partie des choses... en tout cas, dans la classe politique, on a l'impression que la majorité des hommes et des femmes qui nous dirigent sont persuadés que c'est pas possible que ça n'arrivera pas. Oui. Après, il faut se dire les choses très clairement. Là, je veux pas dire, je parle sous haut de contrôle, mais il me semble que la France, l'État, pour rouler sa dette, c'est-à-dire pour pouvoir payer tout ce qu'elle a à payer, pour financer son budget qui est à nouveau très profondément en déficit cette année, on emprunte l'équivalent de 250 milliards d'euros sur les marchés publics. 350, pardon, voilà. 350 par an. Cette année. Beaucoup. C'est un record absolu. On n'a jamais emprunté autant d'argent. Rien que donc on est d'autant plus dépendant des investisseurs dont vous parliez. Bon. On vit à crédit. Et on emprunte, la France est le pays, je crois qu'on emprunte 25% de l'argent qui est levé par des États au sein des 27, c'est la France. Ouais. C'est énorme. On est dans une situation délirante. Et alors moi, ce que je retiens, je vous donne la parole tout de suite, Sophie. À un moment, le risque est réel. C'est qu'on peut très bien avoir des banques qui perdent confiance et qui disent votre situation est telle qu'on ne vous prête plus. Alors, on va justement à des taux d'intérêt. On va continuer à en parler. Mais c'est ce que je retiens de vous tout à l'heure, avec l'arrivée de l'Allemagne sur le marché de la dette et peut-être le risque que tout le monde se dise bon, ok, on va acheter de la dette allemande et on va plus acheter de la dette française. Je simplifie avec mes mots à moi, mais je pense que c'est ce que j'ai compris. Sophie, je viens vers vous tout de suite. Juste pour rebondir sur les personnalités politiques, s'il y en a bien un qui a quand même conscience et qui l'a montré de cette espèce de vague immense qui nous arrive dessus, mais de front, c'est Michel Barnier. Puisque vous en parliez très justement tout à l'heure. Lui, il est parti là-dessus et c'était vraiment son cheval de bataille. Sa seule faute politique, c'est de croire qu'il serait soutenu. Il a été soutenu par personne. François Bayrou, elle a conscience de ça aussi, mais son problème, c'est l'inverse. C'est que lui, il veut tout faire pour durer, pour rester. Ouais, et donc, mais il est dans une espèce d'entre-deux qui fait que... Alors, est-ce qu'on joue à se faire peur, Simon-Pierre Sanguer? Un peu. Moi, je voudrais quand même nuancer, modérer un peu ce qui a été dit. Il y a un véritable problème de déficit, de manque de contrôle des finances publiques depuis au moins 3 ans, mais en réalité depuis 1974, dernière année où le budget a été voté à l'équilibre. Cela étant dit, premièrement, la France produit, et du fait de son taux de prélèvement obligatoire particulièrement élevé, ça n'échappera à personne, il y a énormément de rentrées fiscales qui permettent de financer, même si évidemment ça ne comble pas l'intégralité du déficit. Deuxièmement, le fait que la France produise fait que, en dehors de politiques d'austérité, il y a de la croissance. Donc les recettes fiscales augmentent au cours du temps. Donc on a la capacité à moyen terme de payer la dette. Et troisièmement, au regard des autres pays, la dette française demeure toujours un actif qui est fortement demandé sur les marchés financiers. Alors vous avez raison, on ne sait pas jusqu'à quand, et son coût augmente progressivement, mais son coût nominal. Ce qu'il faut regarder, c'est... Alors là, ça se complique. C'est quoi le coût nominal? Alors le coût nominal, c'est le taux d'intérêt. Donc c'est par exemple, aujourd'hui, on emprunte à 3,5% sur le marché financier. Merci, là j'ai compris. Voilà. Mais il faut retirer de ce taux nominal l'inflation. Mais il n'y en a plus d'inflation. Il y en a beaucoup moins, mais c'est le cas pour l'ensemble des pays. Et du coup, la différence entre le taux nominal et le taux réel, si je peux finir d'un mot, c'est justement la croissance des prélèvements obligatoires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette hausse des prélèvements obligatoires est générée par la croissance et l'inflation. Elle vient rembourser automatiquement le déficit en partie. S'il y a de la croissance.
s'il y a de la croissance et s'il y a de l'inflation, ce qui est toujours le cas. Donc avec beaucoup de si, on arrive à résoudre le problème. En fait, mais par rapport à une urgence qui s'accumule. En fait, c'était des déficits qui se sont accumulés. Comme vous le dites, on ne l'a pas découvert aujourd'hui. On l'a découvert, ça commence depuis une vingtaine d'années. Donc en fait, on est le seul pays de la zone euro à avoir un tel niveau de déficit. Bien sûr, mais il ne faut pas nier le problème. Les autres ont connu exactement les mêmes crises. Oui, bien sûr, mais si je peux juste terminer d'un mot, vous avez tout à fait raison, il ne faut pas mettre le problème sous la table. Cela étant dit, on a aussi la capacité du remboursement. Si on a un budget de 40 milliards de réduction d'économie budgétaire, on va casser la croissance, on va donc réduire les recettes fiscales et on va aggraver le déficit des années suivantes. Ce que vous expliquez sur l'exemple grec et notamment portugais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour avec la crise politique au Portugal... Oui. Par exemple, pour une année de rétablissement budgétaire, on s'est tapé 15 ans de baisse de croissance, de pauvreté et d'exil. Mais donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire les réformes maintenant. C'est ça que je dis. Essayons d'éviter le grec. On a entendu vos arguments à l'une et à l'autre. C'est passionnant. Mais alors, comme je tiens mes promesses, on va ouvrir le chapitre consacré à l'impôt, puisque ce que le gouvernement ne veut pas, c'est de lever de nouveaux impôts. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie l'a rappelé sur France 2 ce matin. On l'écoute, Éric Lombard. Nous voulons la stabilité fiscale, nous voulons la stabilité des prélèvements obligatoires, dont je rappelle d'ailleurs qu'ils sont redescendus en France au niveau où ils étaient en 2012. D'accord. Donc en fait, ce que nous avons en France, c'est pas un problème de prélèvement obligatoire, de niveau d'impôt, il ne s'agit pas de les augmenter, c'est un problème de dépenses publiques. Vous l'avez dit vous-même, 1700 milliards. Et ce qu'il faut effectivement, c'est stabiliser la dépense publique. Sophie, vous parlez d'un tabou de l'impôt dans la Macronie. Eh bien oui, écoutez, Macron, président des riches, hein, c'est le slogan, il est partout, on l'a tous vu dans les différents cortèges qu'il y a eu ces dernières années, des gilets jaunes jusqu'aux manifestants contre la réforme des retraites. Ils étaient toujours là avec le visage d'Emmanuel Macron, grimé, maquillé, moqué. Et effectivement, c'est cette bataille de la gauche non centriste contre la protection des ultra-riches et qui résonne jusqu'à la droite la plus populiste et qui inquiète y compris les centristes en se disant tous, il faudrait peut-être pas, ils chuchotent, hein, est-ce qu'il faudrait quand même pas essayer de taxer les plus riches, voire les plus riches des plus riches. Mais pour Emmanuel Macron, ça a toujours été non. Ah bah, il n'aura peut-être pas de bilan à sa sortie, mais en tout cas, il y aura une certitude, c'est qu'il aura toujours été celui qui était opposé à la solution des impôts. C'est sa stabilité à lui, et impossible de le faire bouger. Vous vous souvenez, le 13 mai dernier, ce fameux débat sur TF1 avec Sophie Binet et sa façon qu'il a eu, encore une fois, de dire non, 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 et avec une raison, avec une conviction, c'est que si on arrive à cette solution des impôts, eh bien, on va faire partir, on va les faire filer à l'étranger. Les plus riches. Absolument. Filer les plus riches, ceux qui seront taxés. L'impôt, pour lui, c'est l'incertitude, c'est moins d'enrichissement, d'investissement et c'est moins d'emplois. C'est sa conviction. Et Jean Pisani-Ferry, vous vous souvenez, l'économiste qui avait été si proche de lui et puis qui a pris ses distances, il avait été interviewé l'année dernière dans l'Obs. Il avait une explication, je vous la cite, son expérience formatrice, c'est d'avoir été conseiller puis ministre de François Hollande. L'ancien président a essayé de taxer les riches, mais ça n'a pas rapporté un sou. Emmanuel Macron a toujours été marqué par cet échec, dit Jean Pisani-Ferry. Il a décidé de prendre le contre-pied de François Hollande. Sauf que vous êtes allé vérifier, ça fait sursauter, on va dire ça comme ça, dans l'entourage de l'ancien chef de l'État. Pour le moins, l'entourage de François Hollande me dit mais que Emmanuel Macron n'a jamais adhéré à cette idée de taxer les plus riches, jamais ça ne lui a traversé l'esprit. D'ailleurs, aussi bien les start-upers qui réalisent des plus-values rapides, vous vous souvenez, les pigeons, ils s'étaient mis sous ce titre-là, que les plus hauts revenus. Et de fait, on se souvient aussi de la remarque qui avait été rapportée de Macron quand, en 2012, François Hollande avait fait cette espèce de mesure, a proposé cette mesure en campagne tellement impressionnante de taxer 75% des revenus au-delà d'1 million d'euros. Et Emmanuel Macron avait répondu que la France, ce serait Cuba sans le soleil. Propos rapporté, il aurait dit Cuba sans le soleil. Absolument. Et il aurait dit à ce moment-là, c'était à Londres avec quelques ultra-riches, justement, la France, ce serait Cuba sans le soleil. Et François Hollande avançait et avance encore d'ailleurs au moins une vertu à ces prélèvements, c'est d'assurer la cohésion sociale. C'est le nœud du moment. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde autour de lui n'est pas de son avis. Absolument. Et cet hiver, on se souvient d'une proposition qui a été faite par la ministre de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet, de taxer les
retraités les plus aisés pour financer le grand âge. Oui. Mais ça a tout de suite été repoussé par Bercy, par le ministre Éric Lombard, qui l'a encore répété ce matin. Mais surtout, avant, c'était donc Michel Barnier, qui est Premier ministre de la droite, qui avait doublé la Macronie sur sa gauche, avec sa proposition de cocktail pour redresser la France. C'était 2/3 de dépenses publiques et 1/3 d'impôts, des contributions dites exceptionnelles pour les plus riches des grands et les grands groupes. Mais c'était sans doute un cocktail un petit peu trop explosif. Il a sauté avec. Merci beaucoup, Sophie. Comme promis, je commence avec vous, Simon-Pierre Sanguérac. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur la solution de l'impôt? Écoutez, Sophie Dravinel a dit déjà beaucoup de choses avec lesquelles je suis assez d'accord. Il y a peut-être quelques chiffres à rappeler. Les 10% des plus riches possèdent la moitié du patrimoine en France. C'est 162 fois plus que les 10% les plus pauvres. Et c'est un patrimoine qui croît plus vite que les salaires. Donc en réalité, il y a un accaparement, une concentration du patrimoine tout en haut de la hiérarchie de la richesse. Et évidemment, ce qui est vrai pour les 10%, il l'est encore plus pour les 1%, pour les 0,1%. Effectivement, il y a cette difficulté de se dire si on taxe les richesses, peut-être que les richesses vont partir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs manières de taxer les richesses. Et à la Fondation Jean Jaurès, on en propose une qui paraît assez efficace, assez juste socialement et avec très peu de risques sur l'exil, c'est l'héritage. On calcule que si on taxe seulement les 1% des plus gros héritages, donc 99% des Français ne sont pas touchés par cette réforme, on gagne 20 milliards d'euros dès demain. Et évidemment, du fait de l'évolution démographique, ces 20 milliards se transforment progressivement en 25 milliards et puis chaque année augmentent. 20 milliards, c'est la moitié de ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc peut-être que si on ouvrait la porte, le tabou, la boîte de Pandore, je ne sais pas quelle image il faut employer, des impôts sur les plus aisés, pas sur tous les Français, on aurait résolu la moitié du problème. Et alors, on y a consacré un débat sur ce plateau à l'héritage. C'est un peu le tabou ultime quand on pose la question de l'opinion. C'est l'impôt qui est vraiment le plus impopulaire. Le plus impopulaire. Votre avis, Stéphanie Villers, sur cette idée? Si on taxe 1% des plus gros héritages, on a déjà résolu la moitié de l'équation. Non, on n'a pas résolu, mais pour autant, je pense que pour arriver à un accord commun, il va falloir que tout le monde soit d'accord gauche-droite pour faire des efforts. Et il ne faut pas rester dans sa posture. Moi, je ne suis pas de politique, je regarde juste le résultat économique. Donc, j'essaye d'être le plus objectif. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans augmenter au moins un impôt sur les très riches, par exemple? Il faut de toute manière, pour que l'effort collectif soit consenti, parce que je vous rappelle que même le gel des dépenses, eh bien, ça va être plus d'augmentation, d'indexation des retraites ou plus d'indexation des aides sociales. Donc, il y aura un effort. Il y a beaucoup de Français qui feront un effort. Il y aura un effort. Donc je pense que pour faire passer la pilule de l'effort collectif, il va falloir aussi s'orienter vers les plus riches, mais pour arriver à un consensus. Et du coup, l'héritage, vous en pensez quoi, vous Oui, moi, je n'ai pas d'a priori et d'ambition politique, donc je défends aucune. Oui, à partir du moment où ça permet de faire venir de l'argent dans les caisses et résoudre la problématique, mais là où vous l'avez très bien dit, les Français sont véritablement contre la taxation. Oui ou non, ça fait fuir, pardon de vous interrompre, est-ce que oui ou non, ça fait fuir les plus riches? Non. Le patrimoine immobilier, c'est compliqué, mais pour tout le reste, oui. Le capital est bien sûr volatile, il peut aller n'importe où, et donc c'est quand même, en réalité, c'est le cas. Et je vous rappelle que nous ne sommes pas un pays isolé, on ne vit pas complètement refermé sur nous-mêmes, et plus on est riche, on a des moyens, c'est-à-dire on a entrepris certaines activités qui nous ont enrichis, on a quand même une ouverture sur le monde qui nous permet d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit les patrons dernièrement, en disant faites attention, regardez ce qui se passe aux États-Unis, il y a une forte déréglementation. Donald Trump, bon, c'est pas encore gagné, mais annoncer des baisses massives d'impôts. Donc, il faut regarder tout ça pour voir si c'est possible, plutôt que rester enfermé. C'est ce que l'argument d'Emmanuel Macron qui dit on ne peut pas avoir des mesures qui ne soient que sur la France et qui soient à l'international. Sauf qu'on voit bien que collectivement, c'est assez compliqué à l'international d'arriver à quelque chose qui soit de l'ordre de consensus. Mais là, il faut bien avancer. Il faut avancer vers la construction européenne en réalité, parce qu'il y a des espèces... lutter contre ce dumping fiscal au sein même de l'Europe, ce serait
déjà une avancée. L'avantage de toucher l'héritage, c'est qu'il y a une règle juridique qui fait qu'il faut avoir sorti son patrimoine plus de 10 ans pour, plutôt avant la mort, pour éviter qu'il soit taxé. Donc même s'il y a de l'exil fiscal parce qu'il y a une mesure de taxation de l'héritage, les décès des années suivantes seront quand même taxés. Vous pouvez, Stéphane Vernet, imaginer François Bayrou prendre ce risque politique alors que la taxation de l'héritage est particulièrement impopulaire, même en disant ce sera seulement les 1% des plus gros héritages. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, la voie de la raison, ce serait qu'il le fasse. Mais on a vu dans le cas précédent, on parlait de Michel Barnier tout à l'heure, qui avait proposé une contribution exceptionnelle, limitée dans le temps, qui ne toucherait que les ménages les plus aisés, etc. Donc un tout petit pourcentage de la population, il saute. Et donc, voilà, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont politiquement dans notre pays, culturellement, totalement tabous, en fait. Toucher aux pensions de retraite, etc., le coût politique est phénoménal. Et cette question d'héritage, moi, je pense que c'est hautement inflammable. Oui, même si on dit c'est que les très riches. On ne peut pas imaginer évidemment, c'est facile, là, assis sur mon siège, présentateur de Sens Public, n'a jamais eu de responsabilité publique, bref. Mais voilà, un dispositif dans lequel on dirait tout le monde va effectivement contribuer. Des très riches, peut-être même... Il ne faut pas cibler, en fait, en disant il suffit de taxer les riches et on les sauver, c'est pas vrai. Mais oui, mais sauf qu'on ne voit pas la proposition arriver. Alors, c'est ça le problème, c'est que c'est la seule chose à peu près concrète et précise qu'il a dit pour le moment, parce que on parle de toutes sortes de choses, etc., les propositions, il y a plein de ballons d'essai, en fait, des choses qui partent comme ça à droite, à gauche, et on ne sait toujours pas ce que ce gouvernement veut faire ou ce que ce gouvernement veut faire. Durer. Exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il veut durer. Ça ne nous fait pas un budget. Ça, non, mais vraiment. C'est la catastrophe. C'est une vraie chose trappe pour lui. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il a dit attendez, mais il a fixé une échéance, le mi-juillet, 14 juillet. Alors pourquoi ? Parce que l'Assemblée s'arrête le 11, donc en fait il est censé sortir son plan sur le budget le 14. Il ne pourra pas y avoir de motion de censure dans la foulée parce qu'il n'y aura plus d'Assemblée, etc. Il faudra attendre la rentrée. Les Français seront passés à autre chose, donc le risque de mobilisation très forte est faible. Le problème, c'est qu'il a fait monter la tension dramatique autour du sujet. Il ne peut pas, à la mi-juillet, nous sortir un plan tiédasse avec on va juste geler le budget. On va terminer là-dessus sur l'impôt, finalement, le tabou de l'impôt. C'est idéologique ou c'est pragmatique ? Je veux bien vous entendre l'une et l'autre, je commence avec vous. C'est idéologique. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que depuis 2018, les impôts ont baissé de plus de 60 milliards d'euros chaque année. Donc c'est du manque à gagner qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à contrôler nos déficits. Donc une partie de la solution se retrouve dans les hausses d'impôts. Et je me permets de dire d'un mot qu'à la Fondation Jean Jaurès, la semaine prochaine, on sort un dossier où on a analysé les 400 000 réponses du grand débat national. Il y a quelque chose sur l'impôt qui ressort très fortement, c'est qu'à la fois il n'y a pas de ras-le-bol fiscal. Les Français ne sont pas contents de payer des impôts. Mais une mesure, vous me demandiez s'il y avait une mesure qui ressortait, ce qui ressort de ces réponses, c'est d'avoir un impôt sur le revenu plus progressif, avec davantage de tranches, universelles, qui serait payé dès le premier impôt, mais qui serait évidemment progressif en fonction des revenus. Alors, vous dites c'est idéologique d'avoir supprimé les impôts. On peut aussi dire que c'est idéologique, ça a été souvent la réponse facile de la gauche d'en inventer de nouveaux. Votre avis ? Oui, mais parce qu'en fait, quand on voit les chiffres, on est le pays qui a le taux de prélèvement le plus élevé des pays de l'OCDE. Donc là, il n'y a pas d'idéologie, il y a un constat à faire. Après, la baisse des impôts ne doit pas toucher que les entreprises, mais quand on voit que depuis qu'il y a la baisse des impôts, et notamment la création du CICE qui venait de François Hollande, il y a eu véritablement un regain à la fois de l'investissement des entreprises et une baisse du chômage. Donc on ne peut pas dire que ça n'a pas aidé. Le problème, c'est qu'on ne regarde pas, il n'y a pas de principe de réalité en disant ça a fonctionné. Par contre, ce qui n'a pas fonctionné, c'est la taxe d'habitation. C'est-à-dire qu'on a retiré la taxe d'habitation pour donner du pouvoir d'achat aux Français. Les Français ont mis de côté et ont augmenté leur taux d'épargne. Donc en fait, voilà, c'est pas peu. On peut faire de la politique, mais les chiffres sont concrets et parlent d'eux-mêmes. Si on veut faire des économies, Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Stéphane Vernet, évidemment, on vous lit avec attention et passion dans le quotidien Ouest France. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.